Les néoconservateurs veulent plus de guerre. Cela n'est pas surprenant, mais il est intéressant de voir comment les bellicistes tentent de présenter leur vision de mort et de destruction. Juste hier, deux des personnes les plus puissantes de la politique américaine, deux sénateurs démocrates, ont publié un article dans le média néoconservateur Foreign Policy. J'aimerais étudier cet article avec vous pour comprendre la psychologie de ces personnes. L'article est intitulé « Un chemin vers la paix nécessite plus d'engagement des États-Unis, pas moins ». Il explique pourquoi les États-Unis restent un partenaire essentiel tant en Ukraine qu'au Moyen-Orient. Les auteurs sont Richard Blumenthal et Chris Coons. Richard Blumenthal, né en 1946, a 68 ans et fait partie de l'ancienne génération de la politique américaine. Malgré son âge, il est toujours très responsable de l'envoi de jeunes Américains mourir dans des guerres étrangères. L'article défend cette stratégie. Chris Coons est l'autre auteur. Les deux sont démocrates. Cependant, être démocrate ne signifie pas nécessairement que vous êtes pro-paix. Cela signifie juste que vous soutenez une version différente des guerres étrangères. Cela est important pour moi, car les sénateurs sont très puissants, étant donné qu'ils ne sont pas nombreux. Le Congrès des États-Unis se compose de deux chambres, avec le Sénat comme chambre haute. Il ne compte que 100 membres, donc chaque sénateur a une influence significative. Senator carries quite a lot of weight. In the House of Representatives, you have 435 people. So, À la Chambre des représentants, il y a 435 personnes. Ainsi, les opinions personnelles sont plus diluées. Les sénateurs ont plus d'influence simplement parce qu'il y en a moins, et les deux chambres ont à peu près le même pouvoir en ce qui concerne le passage des projets de loi et la législation. Explorons comment ces individus justifient les guerres étrangères. Pourquoi est-il acceptable que les États-Unis soient constamment engagés militairement? Lorsque ces individus parlent d'engagement à l'étranger, ils ne font pas référence au commerce, à l'aide étrangère ou à l'engagement pacifique. Ils parlent d'engagement militaire. Lorsqu'ils parlent de diriger le monde, ils parlent de leadership militaire. Voyons comment ils présentent cela. L'article commence par « Le mois dernier, nous avons rendu visite à des leaders élus et militaires au Moyen-Orient et en Ukraine. Deux régions, apparemment sans lien, mais reliées par une menace similaire, une force maligne et destructrice qui met gravement en danger la sécurité nationale ainsi que la stabilité régionale. » Il est assez intéressant de voir comment l'engagement étranger est justifié par la présence de forces malignes à l'étranger. Cela reflète une vision du monde néoconservatrice qui devient presque messianique. Il s'agit des bons qui défendent les bonnes personnes chez eux en menant des guerres à l'étranger. Parce que si ces influences malignes parviennent à se propager, alors c'est le Moyen-Orient et l'Ukraine aujourd'hui. Mais demain, cela pourrait être Chicago et New York. C'est la théorie des dominos. Ils nous atteindront tous. Cela a été le cas depuis la guerre du Vietnam, et ainsi de suite. Il y a toujours eu l'argument selon lequel nous devons combattre à l'étranger pour nous protéger chez nous. Par conséquent, selon la pensée néoconservatrice, tout cela compte comme de la défense. C'est appelé le département de la défense, même s'il opère des bases militaires étrangères, et ainsi de suite, qui sont très clairement des bases offensives avancées, utilisées pour projeter la puissance. Cependant, les néoconservateurs le justifient toujours comme de la défense. La même chose s'applique ici. Le mal est à l'étranger, et nous le combattrons. L'article continue. Dans les deux régions, l'engagement et l'implication des États-Unis sont indispensables pour préserver les démocraties et mettre fin aux conflits armés mortels. Ne pas le faire aura des conséquences destructrices qui dureront des décennies, non seulement pour la position de Washington dans le monde, mais aussi pour les intérêts américains et même pour la vie des Américains dans ces régions. C'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Pour protéger des vies, le but n'est pas de s'assurer qu'aucun Américain ne soit en danger à l'étranger. Au contraire, vous faites l'opposé. Vous déployez du personnel militaire américain en Irak, en Syrie et dans d'autres endroits où de nombreuses forces ne les veulent pas.
places where a lot of forces don't want them, and when something happens to these forces, you then claim that American lives. Lorsque quelque chose arrive à ces forces, vous prétendez que des vies américaines ont été attaquées et perdues, et donc vous devez riposter. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque 3 militaires américains, tous afro-américains, ont été impliqués. Cela est dû au fait que l'armée recrute souvent des jeunes, en particulier issus de milieux pauvres. Les enfants riches ne font pas la guerre. Ce sont toujours les enfants des familles pauvres qui sont envoyés se battre et mourir pour l'Empire. Cela a toujours été ainsi. Je me demande comment la Suisse parvient à protéger si bien son peuple qu'aucun Suisse ne meurt en Syrie. Aucun personnel militaire suisse ne meurt en Irak ou n'importe où au Moyen-Orient. Les Suisses sont plus capables de protéger leur peuple que les États-Unis parce qu'ils ne les envoient pas à l'étranger pour participer à des conflits militaires. D'un autre côté, la stratégie américaine est l'opposé. Lorsque vous créez un fil piège et que quelqu'un trébuche dessus, vous criez au scandale et dites « Oh, nous avons été attaqués », alors que vos gens occupent la Syrie. C'est la réalité. Et la version officielle est que tout est fait au nom de la défense. L'article continue ensuite en parlant de la liaison entre Gaza et l'Ukraine. The article then continues talking about linking Gaza and Ukraine. Innocent civilians in Gaza have no place left. Les civils innocents à Gaza n'ont nulle part où fuir et rien à manger. Les troupes ukrainiennes rationnent les munitions sur les lignes de front et perdent du territoire face aux Russes. Il convient également de noter comment la guerre en Ukraine est immédiatement présentée comme étant causée par la Russie, tandis que la souffrance des civils à Gaza est décrite de manière plus passive. Nous ne savons pas exactement qui est responsable. C'est comme si les civils à Gaza souffraient sans agresseur clair. Ils ne sont pas décrits comme étant attaqués ou tués par des bombes ou des obus d'artillerie fabriqués par les États-Unis. Au lieu de cela, ils sont dépeints comme n'ayant nulle part où fuir, comme si leur souffrance était semblable à une catastrophe naturelle. En contraste, l'article identifie rapidement la Russie comme responsable de la souffrance en Ukraine. C'est une technique courante utilisée pour orienter les récits. Selon l'article, les troupes ukrainiennes meurent et perdent du terrain parce qu'elles manquent de l'équipement de base nécessaire pour continuer leur combat. Il ajoute qu'avec le soutien militaire des États-Unis, l'Ukraine peut non seulement riposter, mais aussi gagner. Sans ce soutien, l'Ukraine est beaucoup plus susceptible d'échouer, et plus tôt que beaucoup ne le pensent. Si l'Ukraine tombe, la prochaine cible du président russe Vladimir Poutine sera probablement un allié de l'OTAN, nous obligeant à les défendre et mettant inévitablement nos propres troupes en première ligne. Les néoconservateurs sont toujours très satisfaits que la guerre par procuration en Ukraine implique uniquement des forces ukrainiennes, ce qui signifie que seuls des Ukrainiens meurent. Ce point a été répété à plusieurs reprises. La croyance prédominante au sein de l'OTAN est de combattre jusqu'au dernier Ukrainien. La justification pour envoyer plus d'armes reste inchangée depuis 2 ans. L'argument est que si le conflit n'est pas arrêté en Ukraine, un effet domino se produira, similaire à la guerre du Vietnam. Après la guerre, le Sud-Vietnam a été éliminé. Aujourd'hui, les États-Unis ont un partenariat de sécurité avec le Vietnam, ayant amélioré leurs relations juste l'année dernière. Les États-Unis sont fiers que le Vietnam soit maintenant un partenaire militaire proche. Cette situation est ironique, car il y a 50 ans, les États-Unis étaient engagés dans un conflit meurtrier avec le Vietnam, utilisant la même rhétorique qu'aujourd'hui. Cela démontre que les discours alarmistes sur l'impossibilité de se réconcilier avec les Russes sont infondés. Après 45 à 50 ans, les États-Unis sont maintenant amis avec le Vietnam, le pays même contre lequel ils se sont battus. Actuellement, les États-Unis sont heureux de collaborer avec le Vietnam, notamment dans les efforts contre la Chine, indiquant un changement dans la perception de qui est considéré comme ennemi. Il y a toujours un ennemi. Ces sortes d'animosités, ou le fait que le Vietnam soit un gouvernement communiste autoritaire, n'ont aucune importance pour les États-Unis.
Peu importe que le Vietnam est un gouvernement autoritaire, tant que vous pouvez conclure un accord avec eux pour potentiellement combattre la Chine à l'avenir. Bien que je doive dire, le Vietnam est très intelligent dans ses relations actuelles avec les États-Unis. Et les États-Unis interprètent horriblement mal leurs relations avec le Vietnam. Mais bon, revenons à l'article maintenant. L'article dit que nos troupes pourraient être tout aussi à risque si la situation à Gaza s'aggrave et que le conflit se propage dans la région. Des mandataires iraniens, tels que les Houthis basés au Yémen, le Hezbollah basé au Liban et la résistance islamique en Irak, cherchent à tirer parti de l'anti-américanisme croissant et à atteindre l'objectif de longue date de l'Iran, de forcer le retrait des troupes américaines de la région. L'article essaie de relier le retrait des troupes américaines aux objectifs de l'Iran, ce qui signifie que si les troupes partaient, si une vision différente de l'engagement américain dans la politique mondiale devenait réalité, alors cela signifierait une victoire pour l'Iran. Donc, pour que l'Iran ne gagne pas, les États-Unis doivent rester. C'est donc cet état d'esprit belliciste. Tout type de perte de notre côté, tout type de retrait de notre côté, est automatiquement une victoire pour l'autre. C'est aussi très néoconservateur d'avoir cette mentalité à somme nulle. Il n'y a pas de situation gagnant-gagnant. Il n'y a pas de prospérité commune. C'est soit nous gagnons, l'autre perd, soit rien ne se passe. Alors tenez bon, très paradigmatique. L'article continue. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser l'Iran réussir. Sinon, les États-Unis feront face à une perspective très réelle de guerre. Cet engagement laisse aux pays de la région encore moins d'options et pas d'autre choix que d'embrasser des influences néfastes telles que l'Iran. Nous ne pouvons pas espérer changer les mentalités ou construire des relations si nous reculons. Remarquez comme il est absolument impensable pour ces gens que l'Iran puisse être autre chose qu'une influence néfaste, qu'il pourrait être possible de travailler avec l'Iran, et que l'Iran pourrait avoir des influences positives dans la région. Pour eux, l'Iran est le mal pur, et vous devez combattre le mal. Par conséquent, vous devez rester. C'est une manière très stupide, mais directe, de penser de ces gens. L'article continue, en fin de compte. Prévenir une guerre plus large au Moyen-Orient nécessitera de transmettre un message démontrant que Washington reconnaît l'obligation d'Israël de se défendre, mais s'attend également à ce qu'Israël respecte le droit humanitaire international et les droits de l'homme, et que ses opérations militaires répondent aux normes les plus élevées. À ce moment-là, j'ai été un peu surpris par l'article, car il critique, pour la première fois, un peu Israël. C'est, bien sûr, complètement absurde. Après 4 à 5 mois de massacres de Palestiniens, dire encore qu'Israël devrait respecter les normes les plus élevées est littéralement le contraire de ce qui se passe. Israël traite le droit humanitaire et le droit des droits de l'homme comme s'ils n'existaient pas, faisant le contraire de tout ce que ces corps de droit prescrivent. Et pourtant, certaines personnes ont l'audace de dire que nous devons les tenir aux normes les plus élevées. Si ce qu'Israël fait représente les normes les plus élevées, alors nous pourrions aussi bien abandonner, parce que ce génocide est absolument horrible. C'est tellement flagrant que même les néoconservateurs trouvent difficile de le minimiser. C'est le mieux qu'ils peuvent faire dans leur tentative d'enjoliver la situation. Et même pour eux, c'est une vente difficile à ce stade. L'article mentionne ensuite, par exemple, le mémorandum sur la sécurité nationale que le président américain Joe Biden a publié le mois dernier. Il exige des alliés recevant une aide militaire qu'ils assurent aux États-Unis que leurs actions sont conformes au droit international. Cela était censé envoyer un message fort à Israël et à toute la région. Vraiment? Il semble qu'ils prétendent que la politique étrangère des États-Unis a un impact, que Joe Biden provoque un changement. Mais clairement, le message n'est pas entendu. La violence continue et de grandes atrocités se produisent encore. Je ne comprends pas à quoi pensent ces gens. Cela me semble être de la propagande. Ils utilisent un langage fort, mais rien ne change. Tant que les États-Unis continueront d'envoyer des bombes,
des armes et des milliards de dollars à Israël, lui permettant de faire ce qu'il veut aux Palestiniens, Israël n'aura pas peur. Ces mots sont dénués de sens sans action politique. Et l'action politique ne se produit pas. C'est juste pour la forme. L'article suggère qu'afin de démontrer son engagement à protéger les civils et les travailleurs humanitaires à Gaza, Israël devrait ouvrir plus de passages frontaliers et améliorer les mécanismes pour prévenir les conflits, augmentant ainsi l'assistance humanitaire. Cependant, les États-Unis n'attendent pas pour fournir de l'aide. Israël devrait cesser de tuer des civils et les États-Unis devraient arrêter de fournir les armes utilisées dans ces tueries, au lieu de prétendre qu'ils n'ont aucune influence sur Israël. C'est le récit promu, avec des affirmations selon lesquelles les États-Unis vont maintenant entreprendre des efforts humanitaires significatifs que, selon l'orateur, Israël va simplement détruire. Je veux dire, en gros, ce que vous faites maintenant, c'est dire que nous fournirons de la nourriture à des gens qui seront ensuite tués le ventre plein par les Israéliens. C'est aussi triste que ce moment l'est. L'article déclare « Lors de notre rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, nous avons mis en garde contre une offensive terrestre à grande échelle dans la ville de Rafah. Les États-Unis sont la seule nation qui a la crédibilité pour envoyer ce message à Israël. Si Netanyahou ne tient pas compte de cet avertissement, l'administration Biden et le Congrès seront prêts à prendre des mesures plus persuasives pour garantir le respect de la politique américaine. Cela fait 5 mois, les gars. Et Israël est évidemment en train de massacrer des Palestiniens par dizaines de milliers et ne s'arrête pas. Et vous ne faites rien. Il n'y a rien, pas même de retenue d'armes, n'est-ce pas? Ce sont encore des armes américaines qui tuent ces gens. L'article exprime l'espoir qu'une pause humanitaire significative dans les combats à Gaza, combinée à la libération d'otages, est à portée de main. Maintenant, c'est aussi assez scandaleux parce que l'article n'appelle pas à un cessez-le-feu, juste à une pause humanitaire. C'est le mieux qu'il puisse proposer. Il n'appelle même pas à un cessez-le-feu. C'est ainsi que vous savez que ces gens sont encore très largement soumis à l'agenda du gouvernement israélien. Parce qu'une pause humanitaire est quelque chose de très différent. Une pause humanitaire signifie que si le Hamas accepte une pause de 2 semaines et libère tous les otages, alors, selon l'accord, les Israéliens auront le droit de reprendre les bombardements et de continuer à tuer des Palestiniens après 2 semaines. Ce qui est nécessaire, c'est un cessez-le-feu. Il doit y avoir un accord de la part des Israéliens pour arrêter de tuer des Palestiniens, même si cela signifie ne pas cibler les membres du Hamas. Pour une raison quelconque, en Occident, il semble acceptable de plaider pour l'élimination de tous les membres du Hamas. On s'attend à ce que le Hamas consente à être éradiqué. Cela semble être la norme minimale établie par l'Occident. Dans ce processus, le meurtre de Palestiniens semble être jugé acceptable. C'est l'état d'esprit prédominant. Ainsi, l'article n'appelle pas à un cessez-le-feu, mais à une pause humanitaire. Une pause humanitaire prolongée pourrait potentiellement rouvrir la porte à une plus grande chance de paix au Moyen-Orient grâce à la normalisation et à l'intégration économique entre Israël et l'Arabie saoudite. Par conséquent, l'article ne cherche pas un cessez-le-feu permanent. Ce que lui et les néoconservateurs désirent, c'est la paix. C'est leur objectif. Ils sont extrêmement frustrés que l'attaque du 7 octobre ait perturbé les efforts de normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël, ce qui serait significatif. Ils veulent revenir à ces efforts. Et leur vision de la paix pour le Moyen-Orient est celle dans laquelle l'influence des États-Unis et d'Israël règne en maître sur toutes les autres. Cela est dû au fait que les néoconservateurs privilégient la domination et le contrôle absolu avant tout. Ils ne peuvent tolérer personne qui s'oppose à leur vue ou cherche un chemin alternatif. Leur vision de la paix n'inclut pas nécessairement les Palestiniens. Au lieu de cela, elle se concentre sur le maintien du contrôle par les États-Unis à travers ses mandataires au Moyen-Orient. Comprenant cela,
Le Hamas et ses soutiens en Iran ont mené une attaque atroce le 7 octobre, en partie pour empêcher un réalignement entre Israël et l'Arabie saoudite. Cela est important pour eux. Ils font un lien entre tous les événements négatifs et l'Iran. Avant les attaques du 7 octobre, nous étions proches d'un accord. Une pause dans les combats pourrait mener à des conditions où un dialogue constructif entre l'Arabie saoudite et Israël est possible, non pas entre Israël et la Palestine, ou Israël et le Hamas. Les néoconservateurs se préoccupent principalement de l'Arabie saoudite et d'Israël. L'article continue en affirmant qu'à chaque étape de notre voyage, nous avons entendu que la solution pour construire une sécurité plus grande et un chemin potentiel vers la paix implique plus d'engagement des États-Unis, pas moins. Cette perspective est attendue car les discussions n'ont eu lieu qu'avec ceux qui étaient d'accord avec et nous avaient invités en premier lieu. Par exemple, en parlant à Netanyahou et à d'autres Israéliens, il n'est pas surprenant que nous ayons entendu ce point de vue. Cela ne signifie absolument rien. L'article continue. Nous pouvons mettre la guerre Israël-Hamas sur la voie de la paix en clarifiant aux Israéliens ce que nous attendons d'eux dans la région et en prenant des mesures pour assurer un véritable avenir palestinien. Merci. Au moins ça. Au moins une fois, vous l'avez mentionné à la fin. Nous pouvons donner à l'Ukraine le soutien dont elle a besoin pour vaincre la brutale invasion russe. Donc encore plus de guerre. Nous devons résoudre nos problèmes par la guerre. C'est ce qu'ils appellent de leur vœu. Cela peut sembler une tâche ardue, mais rien de tout cela ne se concrétisera sans que les États-Unis prennent les devants. Et encore une fois, prendre les devants militairement, sans diplomatie, sans approche pacifique, sans tentative de désescalade, juste toujours plus de la même chose et plus de dépenses militaires. Leadership signifie toujours leadership militaire. J'espère voir le jour où les États-Unis redéfiniront le leadership comme étant un citoyen constructif de la communauté internationale et favoriseront la paix au lieu de la guerre. Jusque-là, le chemin pourrait encore être long. Et mes excuses à tous mes amis américains. Je ne veux pas vous critiquer. Je ne veux pas être méchant envers les Américains. Je pense que cela est le résultat d'une illusion de grande puissance. J'espère simplement que nous pourrons maîtriser ces pouvoirs, ces personnes qui créent les conditions de mort et de destruction à grande échelle à travers ce genre de narratif et de psychologie de domination. Merci.